À toi de jouer. Salut à tous, on est en live, on est sur Gamers Voice sur Facebook et toujours sur Twitch et vous pourrez retrouver la vidéo en replay sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de Yu-Gi-Oh! Vous l'aurez tout de suite compris et surtout, on va parler de la finale du tournoi Yu-Gi-Oh! Qui a été organisé pour l'anniversaire des 8 ans de l'association Gamers Voice. Comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, il y a Airpoint que normalement certains d'entre vous devraient reconnaître. Et juste en dessous, on a un nouvel invité, si je puis dire, qui est tout simplement Blackbird. Et Airpoint et Blackbird sont les deux finalistes du tournoi Yu-Gi-Oh! Et avec eux, nous allons commenter leur tournoi, enfin leur match, donc la grande finale de notre tournoi. Et cela vous permettra aussi de savoir lequel des deux a gagné le tournoi. Donc pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à parier sur lequel des deux a bien pu gagner. Bon, alors avant qu'on commence, comment ça va, Airpoint? Très bien, très bien. Un temps assez pluvieux et orageux, parfait pour rester chez soi actuellement. Mais comment ça va, Blackbird? Bah ça va très très bien, hein. C'est sûr que avec la pluie, je préfère plutôt jouer à Yugi qu'à sortir, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. Alors, écoutez, avant qu'on commence et qu'on lance peut-être pour ceux qui nous regardent, une rapide description des decks que vous avez joués, ce qui permettra peut-être à des gens de faire des pronostics sur le vainqueur de ce tournoi. Alors, de mon côté, j'avais joué une version Phantom Knight qui est présent à l'écran. Avec un side deck, les classiques Nibiru, H, Ogre pour counter l'adversaire. On voit que c'est un deck qui est quand même plus axé en termes de pièges et d'empêcher les magies de s'activer pour justement un peu énerver l'adversaire et avoir l'avantage. Et Blackbird, lui, avait joué, parce que j'ai fait un export du deck, Blackbird avait joué un Red Eyes Magician avec son monstre boss Dragoon, qui est quand même une sacrée flopée à surmonter, si je puis dire. Mais vous comprendrez quand vous verrez le replay que c'était pas facile, surtout que avant on avait joué contre Harlack qui jouait Salamangreat, qui est quand même un des decks qu'il maîtrise très bien. Dogfire qui avait joué Zuimper et The Malin qui avait joué le deck Bête Sacrée. Donc, Ouais, donc petit commentaire sur mon deck, hein. C'est un deck. Donc le but en fait, c'est vraiment de sortir Dragoon le plus vite que possible. Donc c'est moi ce que j'appelle un deck all-in, hein. Soit tu balances toute la sauce et puis tu pries pour que ça passe. Tu te prends une hand trap, ben bon, tu vas briquer, hein, ça c'est clair. Mais c'est un très très bon deck. Après, comme dit, bah c'est pas la decklist qu'on peut retrouver partout, hein. J'ai fait des petites modifs à ma sauce. Donc les 3 magiciens d'illusion pour tuto le Dark Magicien, les Keeper of Dragon Magic pour alimenter les polis, pour faire revenir des cartes, donc pour jouer, 3 haches pour on va dire laisser pour bloquer un petit peu l'adversaire, pour un petit peu jouer, 3 camions qui est une carte alors c'est une grosse surprise, j'ai pu laisser hier pendant mes playtests. C'est une giga surprise, hein. C'est une carte qui temporise temporise beaucoup pendant le tour, qui empêche l'adversaire de jouer. les Time Lords sont assez énervants à jouer. Contre. Voilà, mais celui-ci est vraiment très intéressant à jouer puisque en fait ça permet vraiment de temporiser. C'est un des rares qui est vraiment, on va dire, axé pour bloquer le board. Le petit poteau Morphojar, alors là, par contre, c'est vraiment genre, il y en a qui pensent que c'est du troll, mais pas du tout, hein. C'est Morphojar en fait, ça permet d'alimenter le cimetière avec des cartes qu'on peut pas forcément se débarrasser, hein, type Dark Magicien et Red Eyes, ce qui permet d'activer plus tard la fusion magicalisée. Et en fait, ça alimente le cimetière et ça permet d'avoir une nouvelle main, ce qui évite en fait qu'on ait une main qui brique trop souvent. Ça peut aussi bloquer l'adversaire, hein, le faire défausser des cartes parfois, je dis bien parfois, hein, mais ça peut aider aussi. Puis bah voilà, hein, les Magician Souls qui coûtent 1 SMIC chacune unité. Et puis Sachant que moi j'en ai 3
et que je les ai achetés à la sortie. Et bon, j'en avais pioché une et j'en avais acheté deux à 80 boulas l'unité. Ouais, voilà, c'est extrêmement cher, mais par contre, oui, c'est un moteur. Hein, c'est incroyable. Cette carte accélère grandement un deck Dark Magicians, hein, même pas Dragoon, hein, juste Dark Magicians. Et puis, bah, en magie, on retrouve la Red Eyes, la fusion magicalisée pour Dragoon et Quintet. La Cards of the Redstone pour éviter que le Red Eyes en main, ben, ils soient un peu trop relous en fait. Hein. Si on n'a pas de quoi fusionner depuis la main, bah, on s'en défausse. Hein. À tes souhaits. Et puis bah les insights pour chercher hein. La Red Eyes Fusion, le Monster Reborn évidemment x1 parce que bah c'est toujours utile. Soul Servant pour accélérer la pioche, pour forcer des top decks, hein. Chercher les Magician Soul c'est vachement combo. Secret of Dark Magic pour fusionner quand on les a en main en fait et qu'on peut pas s'en débarrasser. Alors pour tous les joueurs qui aiment bien jouer Magicien des Ténèbres, Secret of Dark Magic est quand même une carte 2 en 1. Je m'explique. Premièrement, elle te permet de faire les fusions de ton extra deck, ce qui est assez logique. Mais aussi, si jamais tu veux jouer plutôt rituel, la carte peut aussi être utilisée en tant que carte rituelle. Et c'est une jeu rapide. Rester avec course, tu peux par exemple faire une invocation pendant le tour adverse d'un monstre rituel. Par exemple, je pense à Dark Magician of Chaos ou Chaos Max. Et ensuite, comme ils sont traités comme Dark Magician, tu peux les chain avec Circle of the Dark Magician et donc bannir une carte de ton adversaire. Oui, voilà. Donc bah t'as tout dit hein. Alors c'est pas que Dark Magicians, hein. C'est aussi Blue Eyes, mais bon. Quoique. Non, c'est Dark Magician. Pardon, c'est Dark juste Magician. Dark Magician. Je confonds avec Forme du Chaos en fait. J'ai confondu avec. avec Forme du Chaos ou Advanced Art of Ritual, qui est quand même une des cartes rituelles les plus. Ouais, dans mon deck Chaos Max, c'est aussi ça. Hein. Ouais. Et puis dans la zone extra, ben du coup un Quintet Magicians, ça c'est quand Dragoon, ben on a épuisé tous les Dragoons, on a un cimetière plein, bah Quintet ça se fait plus gérer par Kaiju, ça se fait pas gérer par Super Poly, voilà. Le seul moyen de se débarrasser d'un Quintet, c'est sur l'invocation. Sinon, vous pouvez oublier. Compulse, il me semble que Compulse, hein, puisqu'on peut le cibler. Hein, on peut quand même le cibler, mais bon, ça va être un peu relou. 3 Dragoons, parce que vraiment, on part dans vraiment, c'est juste abusé, quoi. On cherche vraiment à un peu traumatiser l'adversaire, à spammer les Dragoons pour qu'il en fait il y ait plus de ressources. Alors, pour que les joueurs comprennent, pour que les gens comprennent, Dragoon a été banni en OCG à cause de Max C, et on en a beaucoup parlé entre Arlac et Blackbird et moi, mais elle a été bannie à cause de Max C, qui est quand même une des cartes qui fait le plus parler d'elle. Mais Max C est heureusement chez nous banni. Résultat des courses, les combos abusifs de Dragoon ne peuvent pas passer, et c'est pour ça que, par exemple, pour la banlist qui est sortie récemment, elle n'a pas été touchée. Beaucoup de joueurs espéraient qu'elle aurait été touchée à 1, limitée à 1, mais ça n'a pas été le cas. Après, pour faire un rapide descriptif pour ceux qui connaissent pas Dragoon, bah c'est simple. Hein, une fois par tour, tu empêches un effet de s'activer chez l'adversaire. Pendant le tour de chaque joueur en plus, ce qui est un peu abusé, et elle peut activer le second effet autant de fois que l'on a utilisé de monstres normaux pour l'invoquer par fusion. Elle peut péter, elle peut faire effet Volcazor, hein, elle peut péter un monstre chez l'adversaire. Il prend en dégâts de points de vie l'attaque originale du monstre. Donc elle est détruite et envoyée au cimetière. Donc maximum 2 fois on peut utiliser cet effet, et en plus elle peut attaquer derrière. Sachant que quand elle nullify un effet, dès qu'elle annule un effet par son premier effet, elle prend 1000 d'attaque définitivement. Donc elle peut, si on le fait sur 2 tours, bah elle est à 5000 d'attaque, quoi. Définitivement accumulable. Et tu as oublié de dire aussi que la carte ne peut pas être détruite par effet de carte. Résultat des courses, c'est très difficile de la faire partir du terrain. Et en plus de ça, aucun joueur ne peut target la carte en question. La cibler, ouais. La cibler. Résultat des courses, c'est pas targetable, c'est pas détruisible par effet de carte. Donc tu as beaucoup de problématiques en fait si tu ne joues pas Kaiju ou des cartes qui te permettent d'envoyer juste au cimetière, pas de cibler.
Super Poly, par exemple. Hein. Super Poly, on avait parlé. Super Poly, les Kaiju. On avait parlé de quoi encore pour la counter? Golem de lave, hein, Golem on va de dire. lave, C'est peut-être pas. Voilà, ouais. Ou bien, ce que peut aussi faire, c'est, comme pour Quintet, c'est le Solemn Judgment au moment de l'invocation. Ça passe. Voilà, Warning, Solemn Judgment, on va dire tous les traps, les counter traps en fait, qui permettent de bloquer des invocations. Et si vous n'arrivez pas à counter en fait l'invocation du Dragoon, faut prendre le problème à l'envers. Si vous voulez empêcher l'adversaire d'aller sur Dragoon, vous pouvez par exemple utiliser Ordre Impérial. Ordre Impérial annule tous les effets de magie du deck adverse sur le terrain. Donc rester avec course, il peut pas utiliser sa Red Ice Fusion. Bon, après, il peut y aller avec la Prédaplante, mais la Prédaplante, après, tu peux la negate avec d'autres cartes. Ouais, on y vient tout de suite après. Hein, le reste de l'extra, The Dark Magicians, la fusion. Au cas où on ne peut pas activer, on a besoin de pioche, on a besoin de chercher certaines cartes. Hein, cette fusion, elle est quand même pas mal et assez facilement invocable par rapport à Red Ice Fusion. DX67, hein, Red Ice Flare, Dracossack, Big Eye, Ebon Magician. D'ailleurs, qui peut s'utiliser sur Norito. Ouais. Voilà, des XC6, hein, Norito, Photon, Strike Bouncer et Jinzo. Et du coup, alors j'ai viré le combo Access Code Talker pour en fait pour mettre plus de Dragoon. Je laisse Masquerena, mais j'utilise vraiment jamais. Hein, et 2 Prédaplantes Anaconda pour justement utiliser l'effet de fusion. J'en mets 2 parce qu'on sait jamais. Une peut se faire gérer, hein, c'est que 500 d'attaque. La deuxième, voilà quoi. Alors pour ma part, comme dit, j'ai joué un deck PK, donc Phantom pur. Le deck est quand même un peu plus optimisé pour de la méta et contre des decks par exemple Salamangreat, Nibiru est quand même une carte efficace. J'ai une petite engine de Danger dedans. Les Danger, c'est une engine en fait qui a été assez limitée par la banlist, surtout les cartes principales, qui permettent en fait de discard les cartes et de les faire revenir l'un après l'autre. Je joue principalement des monstres de niveau 3 dans mes monstres pour justement en fait aller le plus rapidement possible sur mes rangs 3 qui me permettent en fait d'ouvrir la combo. Les classiques H et Ghost Rabbit, hein, on refait pas une équipe qui gagne. Lui, c'est juste parce que c'est un extender du deck, mais je préfère utiliser Psychic Wielder par moment. Mais la carte qui va être le plus intéressant à utiliser, c'est cette carte-là, le Phantom Knight of Toon Scales, qui est une des nouvelles cartes qui est sortie dans la dernière extension Phantom Rage, et qui en fait permet de discard une de tes cartes, et ensuite tu envoies un autre monstre Phantom Knight au cimetière, réussis avec course, tu actives son effet, si tu as celle-ci en main, tu envoies celle-ci au cimetière, ainsi que Boots, et ça te permet en fait d'aller chercher directement soit une carte de magie en plus que tu as besoin, ou bien une des cartes pièges spécifiques Phantom Knight pour justement gérer le board. L'extra deck, pour ma part, c'est principalement du Xyz. Les links sont pas beaucoup utilisés, à part Bardiche. Apollousa, c'est généralement, on l'atteint plus rapidement avec une version Red Raptor ou PK. Donc je suis en train de réfléchir, et Crusadia parce que c'est un finisher. Bon, j'ai fait un peu le tour de mon deck, mais c'est un deck que vous pourrez trouver partout, hein, mais sauf c'est une version pure et comme dit. Parce que PK, il y a 3 versions actuellement, je trouve. Enfin, on peut faire le distinguo entre 3 versions, une version pure comme celle-ci. Comme celle-ci, la BA. Voilà, BA, ouais. Avec Malbranche et tout ça. Ouais, globalement, Malbranche accélère, on va dire, le deck et accélère le cimetière. Donc BA fait vraiment juste un peu d'accélération. Puis une dernière version avec Red Raptor, parce que certaines cartes PK ont double archétype. Elles ont l'archétype Phantom Knight et en même temps l'archétype Red Raptor. Par exemple, Raiders Knight, qui est une des nouvelles cartes qui est apparue. Cette carte, elle est traitée en tant que Phantom Knight et aussi en tant que carte Red Raptor. Résultat des courses, cette carte vous permet par exemple de monter sur les Xyz de Dragon de la Rébellion ou bien de Red Raptor très facilement. C'est une des nouvelles cartes et elle coûte un petit peu entre, je crois, 10 à 10 euros, je crois, environ. Et le Arc Rebellion Dragon, pareil, à peu près. Mais c'est pas les plus difficiles à piocher. Hein. On va dire que c'est très, très en dessous par rapport au deck
au deck Dragoon, où là, Magician Souls est à plus de 70 unités et Dragoon est à 45-50. On va dire qu'en termes de prix, mon deck, sans le side deck, hein, parce que j'ai rajouté des cartes qui ont quand même un prix assez exorbitant, je pense surtout à Lightning Storm. Mon deck n'est pas aussi cher que le tien. On va dire qu'il y a quand même une différence entre 100 et 150 euros. Parce que si tu prends en compte 3 Dragoons, je crois que c'est 40 euros l'unité en France. Ouais, à peu près entre 40 et 45 pour les premières. 3 Magician Souls qui sont à 80 euros l'unité actuellement. Ça te fait 240 euros. Résultat des courses, pour 5 cartes, tu es déjà à environ. Plus de 300. On est déjà à plus de 320 euros. Et voilà, on est à 360 juste pour les 6 cartes. Ouais. 360. Et j'aimerais juste te rajouter un truc, c'est que Ebon non plus n'est pas peu cher. Ebon, elle est à 10 euros l'unité aussi. Donc, ouais, Ebon, ça va, je l'ai eu à 10. Et les Magiciennes Illusions sont aussi à peu près à 10 unités. Donc, ce qui fait que le deck Dark Magician, le Dragoon, on est déjà à plus de 400 euros. C'est un deck, on cherche à ce prix-là. On a déjà des tiers 0 beaucoup plus stables et qui ont beaucoup plus d'expérience sur le terrain par rapport à un deck qui vient de sortir dans la méta. Oui. Quoi. Après, je vais dire un truc. C'est comme une Porsche. Tu as différents types de Porsche. Tu as des Porsche qui sont par exemple atypiques et ceux-là, ils vont avoir le même prix que les Porsche normales, mais elles te feront plus plaisir, on va dire. Grosso merdo, disons... Pardon. Oui. Non, vas-y, parce que justement, je voulais enclencher sur ça après. Ouais, grosso merdo, en fait, si vous voulez vous faire un deck Magicien des Ténèbres, mais un deck qui roule, qui est constant, il va falloir attendre un petit peu parce que si mes calculs sont bons, on devrait avoir les Legendary Duelist saison 3 qui devrait sortir avec le reprint justement de Magician Souls. Résultat des courses, ça pourrait peut-être baisser le prix de la carte et la rendre accessible à une grande partie de joueurs. Parce que pour les 3 pélos qui voudraient se construire le deck que je joue, ne le faites pas. Alors, ne le faites pas pour une simple raison, c'est que le deck que j'ai construit n'a pas été énormément travaillé, n'a pas été testé à long terme. Et le problème, c'est qu'on se rend compte que le deck a une grande faiblesse, c'est que ça brique, et ça brique très fort. Quand ça brique, c'est la définition dans le dictionnaire. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux jouer aucune carte. Tu as 3 Dark Magician, 2 Red Eyes en main. Tu regardes, t'as rien d'invocable, tu peux pas jouer d'MP, tu peux pas refresh ta main. Le mec en face, il te met la sauce, Hein. Alors, je suis désolé de te déranger, mais par exemple, voici ma version du Dark Magician. Voilà, une version très certainement déjà plus stable. Tu joues les Magician's Rod, les Palladium, donc des cartes qui permettent vraiment on peut quand même la jouer. Magician of Dark Illusion que j'avais enlevé, que je trouvais en fait trop conditionné et qui ralentissait la loupe un petit peu. Donc voilà, ça c'est déjà une version, alors peut-être pas forcément moins chère. Par contre, c'est déjà une version qui tourne un peu mieux, quoi. Disons qu'à la différence de toi, par exemple, moi, je vais par exemple utiliser Foolish Burial's Good pour envoyer mon âme servante directement, ma soul servante directement au cimetière pour pouvoir l'utiliser, ou bien par exemple des cartes magiques que je pourrais avoir utilisé. Par exemple, c'est aussi bien ce que tu peux faire, c'est envoyer la navigation des magiciens au cimetière, rester avec course pendant le tour adverse en fait, ou pendant ton tour, tu pourras en fait annuler l'activation l'effet d'une carte sur le terrain qui te bloque. De mon côté, en fait, j'ai plus optimisé avec une petite engine Spellsbook qui me permet justement de piocher les cartes dont j'ai besoin. Je pense généralement à Magician Souls et j'en ai 3 en possession, donc je sais les prix, je sais ce que ça vaut. Donc, par exemple, Magician Souls qui me permettent justement d'aller chercher le Magicien des Ténèbres, que je peux par exemple chain avec Dark Sickles pour bannir une carte du terrain. Et en fait, mon but à moi, c'est de sortir plutôt Ebon qui me permet d'aller chercher le Magicien des Ténèbres, qui me permet ensuite, par exemple, d'aller sur The Dark Magician. Pour moi, Dragoon n'est qu'un extender de fin. Si je peux le faire, je le fais. Sinon, j'ai toujours d'autres options à jouer. C'est-à-dire que toi, tu préfères plutôt le jouer en tant que carte maîtresse ultime à la fin. Moi, je préfère en abuser et me dire, de toute façon, la carte, il va essayer de la gérer. Je vais peut-être pas tuer sur le premier Dragoon, mais de toute façon, il pourra pas en gérer si j'en réinvoque tout le temps, quoi. Oui. Donc, c'est deux approches différentes. Hein.
C'est deux approches différentes du deck, mais moi, par exemple, ce que je fais aussi attention, c'est que, par exemple, si mon adversaire m'empêche d'utiliser l'extra deck, j'ai toujours encore la possibilité d'invoquer spécialement de mon deck et d'utiliser, par exemple, la Dark Burning Attack si j'ai que la Magie des Ténèbres, l'attaque des Magies des Ténèbres, mais je trouve la mieux, c'est la Dark Burning Attack. Et ça me permet, en fait, avec cette carte, par exemple, qui est une des récentes, si j'ai un Magicien des Ténèbres ou une Magicienne des Ténèbres sur le terrain, non, si j'ai un magicien item sur le terrain, et ça arrive très souvent, je peux invoquer la magicienne et aller me chercher une des 3 cartes qui me permet en fait de clean le board adverse et donc d'aller au contact. C'est ça. Donc toi, les end-traps te font moins peur et te bloquent moins. Donc ton deck est un peu moins all-in que moi, mais beaucoup plus safe du coup. Donc tu peux avoir un deck qui est un peu plus ralenti que le mien. Tu feras pas forcément à tous les T1 Dragoon. Par contre, tu te prends une hache ou tu te prends une end-trap. Toi, tu te rétablis. Moi, je me fais mettre à genoux. Hein. Je me fais briser les jambes. Hein. Je me prends une end-trap. C'est fini pour moi, quoi. Enfin, c'est fini pour moi dans la plupart du temps. Justement, mais moi je prends en compte les end-traps et je sais que Dark Magician, comme tu le joues toi, ça va être très faible en une trappe. Bon. Alors, est-ce que vous avez fait le tour un petit peu de la présentation de vos decks pour pouvoir commenter ce replay de match? Alors, on a fait le tour. Je dois juste m'absenter quelques minutes, mais je reviens pour les commentaires très très vite. Oui. Je Alors laisse, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui, d'après vous, a bien pu gagner notre tournoi et est devenu notre premier champion Yu-Gi-Oh! Airpoint ou Blackbird avec cette présentation de deck. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous regardent, alors n'hésitez pas. Et si jamais d'ailleurs vous avez des questions sur les cartes qui sont jouées, n'hésitez pas aussi à les poser dans le chat, on les prendra en vol. Alors Airpoint, je ne sais pas si tu veux lancer le début du replay le temps que Blackbird revienne. Je vais peut-être lancer un autre replay d'un match. Je pense surtout au match contre Harlac. Ouais, ils ont duré 4 tours. Ah oui, bon. Là, c'est par exemple ce que j'ai joué contre Harlac, mais en fait, j'ai un peu brick. Et bon, je me suis rétabli sur les 2 tours par la suite pour justement aller sur finale. On voit que Harlac gère beaucoup le deck salade. Il n'y a pas de temps de pause dans sa combo. Ouais. Et donc là, ils sortent le Sun Wolf qui permet ensuite. Il a fait un reborn, ce qui est une spécificité de Salamangreat. Et grosso merdo, en fait, il a fait revenir le Sun Wolf. Et c'est là où le combo commence vraiment à être intéressant. Tac, tac. Ça, c'est le combo classique que vous pouvez faire avec Salamangreat. C'est au moment où vous avez réincarné Sunlight Wolf. Vous voyez, vous avez 10 cartes au cimetière. Lui, il va recycler ses cartes. Comment ça? Bah, en fait, l'effet de gazelle va envoyer une carte au cimetière. Et généralement, là, je crois qu'il va envoyer Falco. Voilà, il a envoyé Falco. Falco qui va pouvoir faire revenir Gazelle dans sa main. S'invoquer spécialement sur le terrain. Et comme il s'est invoqué spécialement sur le terrain, il va pouvoir faire revenir sa Gazelle. Résultat des courses, il pourrait aller sur la ligne 4 comme il veut, mais c'est pas ce qu'il va faire. Et Sunlight Wolf va permettre de recycler une carte qu'il a dans le cimetière. Par exemple, le premier Sunlight Wolf qu'il a utilisé. Il va pouvoir le recycler et l'envoyer dans son extra deck ou bien dans une carte dans son deck. Donc tac tac, il recycle, hop, il fait revenir la gazelle, il fait venir Falco, il utilise l'effet, il recycle 2 cartes et il invoque. Donc là, c'est il a mis cette carte-là qui va être une carte qui va m'énerver, hein, pour le dire. Et il a mis Rage qui est en fait la carte combo que tu utilises dans Salamangreat. Parce que grosso merdo, tous les tours, en fait, avec Sunlight Wolf, réincarné, il peut en faire revenir sa carte piège sur le terrain. Résultat des courses, il va falloir que tu joues tous les tours avec cette carte à contrer. Sinon, tu ne passes pas. Et on va voir, par exemple, là, hop, je joue, renfort de l'armée, je tiens une Twin Twister pour protéger. Je détruis les 2 cartes qui sont sur le terrain. Parce que je sais qu'il y a la rage quelque part. J'invoque juste mon monstre. J'utilise l'effet. Hop, je vais me chercher ma Fogblade et je pose 3 cartes sur le terrain. En fait, cette carte-là n'a aucune utilité. Elle est juste là pour leurrer l'adversaire. Celle-ci va juste me permettre de me sauver, par exemple, d'un gros monstre qui va m'attaquer.
Et Solemn Judgment va me permettre d'empêcher l'invocation d'un monstre qui pourrait m'être énervant ou d'une carte magie ou piège. Donc là, on voit, il joue Sunlight Wolf. Hop, il fait venir Foxy. Foxy, ça lui permet de regarder 3 cartes de son deck. Hop, effet Sunlight Wolf, Fogblade, je chain pour justement l'éviter. Il active Guribo. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est une chain. Hop, 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 hop. Donc il a activé son monstre, son effet. Ouais, voilà. J'active la Fogblade. Hop, il utilise Guribo pour me chain. Et ça, c'est ce qui lui a fait gagner le duel. C'était très bien joué. Tac, tac, ok, hop. Il fait revenir Rage, Hitleo. J'empêche l'invocation d'Hitleo. Mais vous allez voir, en fait, le deck a tellement de recovery que ça ne lui fait rien du tout. Résister les courses là pendant 2 à 3 minutes. Il va faire un return de ses monstres. Pour justement retourner sur Hitleo, comme c'est le cas ici. Me faire changer la carte leur. Il a réincarné. Il baisse mon attaque. Il attaque et il me finit. Hop. J'aurais juste montré comment joue Arlac. Il était très 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 bon, hein, son deck. Hein. J'ai vraiment galéré. Hein. Ah, mais personnellement. Moi aussi, Je veux dire, c'est très difficile de voir quand il faut poser la hache, quand il faut entrap dans son deck, parce qu'il fait tellement d'invocations. Oui, il fait tellement d'invocations, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Nibiru est beaucoup plus efficace. Mais si je peux donner un conseil quand vous jouez contre Salad, le meilleur moment à Chain, c'est au moment où il y a la première réincarnation du Sunlight Wolf. C'est à ce moment-là qu'il faut Chain pour l'éviter de jouer sa combo. Bon. Partons. Alors, Blackbird, tu es prêt? Tu as repris ton souffle? Ah ouais, bah non, mais j'ai juste à monter les courses à ma mère, donc... Allez, allons-y. Alors là, on suit la main de Airpoint. On suit ma main là, mais on peut inverser. Hein. On peut commencer avec la main de Blackbird. Hein. Bon, comme tu veux, hein, de toute façon. De toute façon, c'est toi qui joues. Non, c'est moi qui joue en premier. Voilà. Ouais, vaut mieux, voilà. Donc, je commence par invoquer justement le Phantom Knight, qui est la carte, comme dit, qui vous permet d'ouvrir la combo, qui est un starter. Et je joue en même temps Silent Boots, mais bon, on n'a que droit à une invocation normale, et celui-ci peut s'invoquer spécialement si j'ai un autre monstre Phantom Knight sur le terrain. Avec un peu de recul, je me dis, la façon de jouer ressemble étrangement à Madolche. Hein. Pour ceux qui sont communs avec Madolche, ça ressemble beaucoup aux starters type Magidlen, Angeli, pour commencer une loupe d'invocation et avoir son terrain. Alors, je précise, par exemple, là, le Nibiru que j'ai en main, il pourrait être utile contre Salamangreat, mais là, dans cette partie, je l'ai vu à mes dépens, ça allait m'être utile nulle part. Donc, hop. J'active l'effet, j'envoie Silent Boots. Silent Boots me permet d'aller chercher Fogblade. Tac, je passe sur Breaking Sword. J'ai une Forbidden Chalice, une Fogblade et un Phantom Knight Break Sword. Et en fait, mon but actuellement, parce que je sais ce qu'il joue, mon but actuellement, c'est de jouer des annulateurs d'effets pour justement l'empêcher de jouer correctement. En fait, le but, c'est d'empêcher Dragoon de venir, mais s'il est là, c'est de réussir à le passer par une attaque ou par quelque chose comme ça, ou de le leurrer dans ses activations, puisqu'il ne peut le faire qu'une fois par tour. Donc là, moi, du coup, je commence, je me dis, bon, il y a 2 MP, je commence. Donc je joue Apprenti Magicienne Illusion. En fait, elle peut se spé en défaussant une carte de ma main. En voyant que j'avais 2 Keepers of Dragon Magic, je me dis de toute façon, il faut que je finisse vite, donc je vais pas avoir le temps d'en jouer 2 qui s'invoquent par normal. Et je décide du coup de la spé. Sauf que quand elle se spé, elle active son effet que je fais, c'est-à-dire tuto un Dark Magicien du deck à la main. Et voyant cela, du coup, il active le Calice Interdit, qui en fait me permet d'avoir plus d'attaques, mais par contre, je n'active pas mon tuto. Donc là, je suis un peu embêté. Je me dis, bon, j'ai pas les moyens de tuto et j'ai pas les moyens d'invoquer directement là mon Dragoon. Donc, merci pour les 400 d'attaque. Je vais quand même passer ton Xyz, quitte à... Ce qui était calculé. Voilà, quitte à envoyer tes Phantom Knight au cimetière, mais de toute façon, j'ai envie de dire, tu t'en fous, ils vont revenir. Ils reviennent et ils passent de rang 3, de niveau 3 à niveau 4. Voilà, et donc là, ça l'arrange un petit peu. Ça m'arrange complètement.
Voilà, donc moi je décide de set une MP hein, pour me dire bon bah on va essayer de bluffer. Et là, moi, je joue Raiders Knight pour justement aller sur un monstre un peu plus puissant. Hop, je le joue. En fait, l'effet de Raiders Knight vous permet d'invoquer un monstre X6 avec un niveau supérieur ou inférieur à ce qu'il a. Réussir les courses, ça vous permet très facilement d'aller sur le nouveau Arc Rebellion Dragon. Et ça se joue avec parce que justement, Arc Rebellion Dragon ne peut pas être détruit. Ne peut pas être détruit par effet de carte. Et l'effet de Raiders Knight dit à la fin du prochain tour de votre adversaire, donc ça veut dire votre tour, le tour adverse, votre tour à nouveau, eh ben, pendant votre tour à nouveau, eh ben, normalement la carte se détruit. Sauf que non, Rebellion Dragon est immunisé contre ces effets-là. Résultat des courses, il reste sur le terrain de façon indéfinie. Pour ceux qui se posent la question, c'est le même problème quand vous invoquez Dragoon par Call of the Grave. La Call of the Grave dégage. L'appel de la 30 dégage. Normalement, le monstre devrait être détruit, mais par son propre effet, le monstre est immunisé à n'importe quelle destruction. Donc, en fait, il reste sur le terrain. Voilà. Donc, c'est un peu le même principe. Hein. Alors là, je joue mon Boots, il me hache. Voilà, je me dis, bon, bah, j'ai pas envie que tu continues un peu plus à faire mal. Alors, j'utilise l'effet de Arc Rebellion Dragoon qui est que je peux détacher un monstre, annuler les effets de tous les monstres sur le terrain, gagner l'attaque des monstres, mais en contrepartie, je ne peux que attaquer avec ce monstre-ci. C'est pour ça que je passe à 5000 points d'attaque. Donc là, il me burn déjà pas mal de points. Hein. Je passe déjà à 5000, j'ai plus rien sur le terrain. Et je dois gérer en plus une créa qui... indestructible, 5000 d'attaque, donc mon Dragoon ne peut pas faire grand-chose contre. Oui, ça va être un peu dur. Oui, mais en fait, je l'ai passé très rapidement. Il a utilisé Soul Servant pour justement monter la Magician Souls en haut afin de permettre de pouvoir jouer au moins quelque chose. Voilà, donc je me dis, quitte à faire un truc au prochain tour, faut que je me mette les chances de mon côté. Donc j'active du coup le Soul Servant, je le je spé Anaconda, je fais la combo Anaconda, je paye 2000 points, je fais Red Ice Fusion pour invoquer Dragoon. Ça va très vite, mais globalement c'est la combo de base. Hein. Donc là j'ai Dragoon et je suis embêté. Voilà, et c'est là où en fait où moi j'ai fait une erreur, c'est que j'avais oublié que Dragoon n'est pas ciblable. Donc ma Fogblade va sur l'Anaconda. Résultat des courses, je l'empêche de pouvoir faire des autres Red Ice Fusion dans les tours qui suivent. Et si la Fogblade par Anaconda. Par Anaconda. Et si jamais la Fogblade arrive dans mon cimetière, je m'en fiche, je peux la recycler en la bannissant. Donc on se retrouve avec un Dragoon sur le terrain qui peut détruire un monstre contrôlé par l'adversaire. Ça tombe bien, Arc ne peut pas être détruit. Résultat de course, on se retrouve dans ce qu'on appelle, je crois, un casus belli. Voilà, donc globalement, il a... alors, pour le coup, à ce moment-là, ce qu'ils disent dans sa tête, c'est que, bon, j'ai invoqué Dragoon, s'il me le pète, c'est cool, ça me fait un Dragoon en moins, et ma seule carte, on va dire attaquante, hein, c'est ma seule carte offensive, elle dégage, donc il peut me finir. Ce qu'il ne sait pas, et ce qui va pas s'attendre, c'est ce qui va suivre après en battle phase, donc je laisse ton tour. Donc j'utilise l'effet, j'annule tous les effets de mon sur le terrain, il m'annule. Bon, normalement il me détruit, mais c'est pas le cas. Et là, à ce moment-là, voilà. À ce moment-là, je me dis aïe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 3000 d'attaque. Donc j'étais à 3000 d'attaque, il déclare une attaque à 5000 d'attaque sur mon Dragoon à 3000 d'attaque. Et Apprenti Magicienne Illusion, elle a un petit effet sympa, autre que ce spé. Hein. En fait, on peut la défausser de sa main pour cibler un magicien que l'on a, que l'on contrôle sur notre terrain, qui est en train de se faire attaquer ou qui est en train de déclarer une attaque, donc c'est en battle phase uniquement hein, cet effet, pour lui permettre de gagner exactement 2000 points d'attaque. Ce qui fait que mon Dragoon passe de 3000 à 5000 points d'attaque. Et qu'est-ce qui se passe? Attaque, même attaque, les deux cartes se détruisent. On s'auto-détruit étant donné qu'on a une attaque nulle. Le truc, c'est que lui, il se retrouve avec Prédaplan, qui est un monstre qui ne peut pas attaquer. Moi, je n'ai aucun monstre dans la main, à part Nibiru, mais Nibiru ne peut pas s'invoquer. Résultat des courses, on se retrouve dans une situation un petit peu de pioche forcée. C'est le premier qui tape deck qui gagne. Voilà. Parce qu'il a rien en main, j'ai rien en main. Voilà. Et là, il pioche, il se dit, c'est bon, je peux faire venir Quintessence Magician. Alors,
Voilà, le top deck Magicalized Fusion, alors c'est le top deck épisode de l'animé, hein, c'est clairement le truc qu'on retrouve dans un épisode de Yu-Gi-Oh! Top deck fusion magicalisé qui me permet, en bannissant des monstres de mon cimetière, d'invoquer par fusion un monstre magicien de mon extra deck. Le cimetière, là, on voit, il y a 12 cartes. Il y a facilement 5 magiciens là-dedans. Hein, on peut voir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y avait 5 magiciens. Plus que 5 magiciens même. Je pouvais donc les bannir pour invoquer Quintet Magicienne qui a 4500 d'attaque, qui est un gros ton. Hein. On va appeler ça un bon gros ton. On peut pas le péter, on peut pas le cibler. Toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Hein, Seulement si on invoque par 5 magiciens différents. Alors ça aurait pas été le cas, mais voilà. Mais c'est déjà un ton à 4500 d'attaque, sachant qu'il a rien en main. On aurait pu dire j'aurais pu gagner. Pas de bol, il me solemne. Je le solem est fait, je paye la moitié de mes life points, j'annule l'activation de la carte et ça me préserve en gros. Je préfère perdre la moitié de mes life points que de perdre le duel. C'est une sage décision et puis c'est très bien joué de sa part. Hein. Je suis en situation de top deck, je peux rien faire. Hein. Et là, je me dis, il faut que je pioche soit un monstre, soit une carte. Donc là, c'est mon tour. On joue. Alors déjà, si tu pioches, je peux te le dire que tu vas piocher une carte. Ça, c'est sûr. Et là, je pioche Tsushinogo. Je me dis, allez, on peut faire quelque chose. Donc, j'active Allure. Alors, pardon. Allure, voilà. il bannit Tsushinoko. Ça lui permet de piocher 2. Hein. Allure, j'ai un monstre TM. Je bannis Tsushinoko. Je n'en ai pas besoin. Après les courses, je me retrouve avec un Phantom Knight et un Ogre dans la main. Hop, je banne Tsushinogo comme coup. J'invoque le monstre. Je passe en battle phase. Je détruis son prédateur. Ah non, il peut pas. Tu peux pas. Parce que la Fog Blade, en fait, il l'avait pas vu dans les faits et il s'était. Alors, quelque part, ça m'arrange, mais c'est du ruling vraiment. Alors, c'est du ruling Yu-Gi-Oh! Un peu technique. Je vais expliquer. Donc là, c'est Fogblade, elle dit que je ne peux pas déclarer d'effet avec Anaconda et je ne peux pas déclarer d'attaque. Mais, en contrepartie, ma carte ne peut pas être la cible d'attaque. Donc, il ne peut pas l'attaquer. Qu'est-ce qui se passe quand il rentre en battle phase? Il a un monstre, il peut déclarer une attaque s'il a un monstre, mais il n'y a pas de... Alors, il ne peut pas cibler Anaconda. Et il ne peut pas du coup m'attaquer directement parce que je contrôle un monstre. Donc en fait, il y a une situation, ceux qui sont familiers avec les plantes, c'est comme s'il y avait double Chirubimé ou double Valkyrie de magicien. C'est-à-dire que il ne peut pas déclarer d'attaque sur un de mes monstres, puisque les monstres ne peuvent pas être la cible d'attaque, mais il ne peut pas non plus m'attaquer mes points de vie parce que je contrôle des monstres. Donc là, c'est un peu délicat, il peut rien faire en battle phase. Et là, on se retrouve à ta main phase, tu pioches. Monster Reborn, comme dans l'anime. Hein. Et là, ça devient dangereux. Il me fait revenir Dragoon. Et il a rien pour le gérer. Il m'attaque, j'ai rien pour le gérer pour l'instant. Je me prends 2000 essences, je me dis punaise, c'est la fin. Et là, je pioche à nouveau une carte danger. Jackalope. Jackalope, ouais. Et là, allez, j'utilise l'effet, ça me permet d'aller chercher mon toon. Alors, justement le starter. Et effet, en fait, quand un monstre Phantom Knight utilise son effet, ou si une carte magie ou piège de Phantom Knight utilise ses effets et qui est dans le cimetière, je peux l'invoquer spécialement, mais la bannir si jamais elle quitte le terrain. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que voilà. C'est comme Hérisson à boulon, hein, globalement, c'est le même effet. Hein. Voilà, je peux en invoquer un deuxième. J'utilise Jackalope pour résister à une course. Je me retrouve avec 3 monstres de niveau 3 sur le terrain. Et là, je me dis comment je le fais. Et en plus, je pioche. Donc, je pioche enterrement prématuré. Enterrement prématuré, qui est une des meilleures cartes que je peux avoir dans ce deck-là. Je l'utilise. Limité à 1, d'ailleurs, il faut préciser. J'envoie à nouveau un Phantom Knight au cimetière. Et ensuite, je vais aller en X6 3 sur Léviar. Léviar qui va pouvoir me permettre de rechercher une des 4 cartes que j'ai bannies. C'est invoquer un monstre inférieur de niveau 4, inférieur, je crois, à combien d'attaques déjà? Ah non, il n'y a pas de limite. Niveau 4 ou moins. Ouais, c'est niveau 4 ou moins. Ça se joue dans ma Dolce, hein, globalement, c'est très très fort. Et là, je me dis, ok, faut que j'aille sur mon épée brisée. Et avec l'épée brisée, en fait, je vais détruire le Anaconda. Et là, vous me dites, ouais, mais en fait, je peux pas cibler Dragoon, donc j'ai détruit Anaconda.
Résultat des courses, j'ai la Fogblade au cimetière. Et ça va être une carte maîtresse dans ce cas-là. J'utilise de nouveau l'effet de l'épée brisée. Je sélectionne 2 monstres Phantom Knight. Je les passe au niveau 4. Résultat des courses, je passe sur Arc Rebellion Dragon. Dark Rebellion. Dark Rebellion Xyz Dragon, qui est une excellente carte OTK. C'est un très bon X6-4 générique. Il y a tous les decks qui jouent des niveaux 4. De toute façon, ils vont jouer Dark Rebellion. La question, Dark Rebellion Xyz Dragon ou Utopia? C'est un gros débat parce qu'Utopia, quand même, en termes avec son combo OTK, tu montes à 10 000 points d'attaque, ce qui est pas si mal. Donc, je vois que j'ai la Fogblade au cimetière, je l'utilise, je fais revenir Raider's Knight. Et là, je me dis, écoute, autant aller chercher encore la Magiran plus et l'utiliser sur le Raider's Knight. Je monte sur le Red Raptor qui me permet d'attaquer directement pour me garantir la victoire, mais j'oublie que il n'est pas ciblable par les effets de cartes. Donc en fait, les monstres normalement qui sont invoqués SP chez l'adversaire sont renvoyés dans le deck, mais dans ce cas-ci, pas Dragoon. Et là, oui, non, tu ne pouvais pas faire Dark Rebellion en fait. Tu ne pouvais pas faire l'effet Dark Rebellion. Tu ne peux pas me cibler. Je ne peux pas te cibler. Donc je ne pouvais pas faire l'effet Dark Rebellion. Si j'avais pu faire l'effet Dark Rebellion, et je pensais pouvoir le faire, voilà, je me suis retrouvé à attaquer un monstre à 3000 avec un monstre à 2500 points d'attaque. Je pensais aller monter à 5000, mais en fait, non. Je me suis fait Keblo, j'ai perdu le duel en croyant pouvoir augmenter l'attaque. Alors, grande question maintenant, quel X6-4 aurait-il pu jouer pour passer Dragoon en fait? Utopia. Qu'est-ce qui aurait pu... Utopia 2500, bon, oui. Ah non, Utopia, attends. Utopia double. Ensuite, Utopia double, tu retires un élément, tu invoques Utopia, tu es à 5000. Tu as Doppel of Nothing à la main. Et ensuite, Doppel of Nothing, c'est une carte rapide. Résultat des courses, tu attaques avec Utopia, tu annules ton première attaque. Ensuite, tu attaques une deuxième fois. Tu utilises Doppel of Nothing, tu as 10 000 points d'attaque et tu roules sur Dragon. Ouais, c'est vraiment la combo Utopia classique. Voilà. Alors, la question que moi, je pourrais juste poser, c'est est-ce que Blackbird, tu avais un quart de smiley dessiné sur la main ou pas? Je pense pendant tout le duel, ouais. Il y avait le quart de smiley qui était bien présent et je pense que toutes les saisons aussi bien présentes de Yu-Gi-Oh! Il y avait Jaden, il y avait tout le monde derrière moi, je pense. Les ancêtres, il y avait tout Olivier le monde parce que ouais, il y avait Olivier de Carglass aussi derrière parce que franchement faire le double top deck fusion magicalisée into Monster Reborn, c'est cocasse, on va dire. Alors, donc voilà, je gagne. Que pour ceux qui ont écouté au début ce que tu disais sur le fait que tu puisses brick au début, moi personnellement, pour t'avoir joué, j'ai pas eu l'impression que tu avais une main de merde de départ, contrairement à moi. Et je pense qu'au niveau des résultats, tu as plutôt eu des bonnes mains à chaque fois, j'ai l'impression. J'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu de la chance parce que après, comme dit, la carte est forte. Donc quand ça tourne, ça tourne. Mais on me fout une hache. Franchement, j'ai fait un duel contre Arlakan. Il m'a mis 3 Ash Blossom, il m'a mis triple trap counter de Steel Warning Salamangreat. Je regardais, j'ai passé 3 Red Ice Fusion, les 3 se sont fait bloquer. Donc je ne pouvais plus invoquer mon monstre, j'avais rien du tout, je ne pouvais rien faire. Donc pour le coup, quand on te bloque le deck, qu'on te entrap, c'est difficile. Maintenant, on me laisse le champ libre, on n'a pas de quoi, on va dire, me gérer mes invocations. Oui, le deck va tourner quand j'ai mon set de base. Mais si j'ai pas mon set de base, tu te retrouves quoi? Tu te retrouves avec des monstres niveau 6, niveau 7, tu peux pas les invoquer parce que c'est des monstres normaux. T'as pas les magies en main qui te permettent de faire quelque chose, donc tu vas briquer parce que tu vas avoir une main injouable, mais littéralement injouable. Alors, écoute, je pense que pour ceux qui nous regardaient, vous avez compris que Blackbird avait gagné le tournoi. Il a roulé de manière assez globale sur ses adversaires. On va juste vous montrer, Arlakan m'a quand même, franchement, Arlakan m'a quand même, il était très fort. Faut dire ce qui est. Salamangreat, j'ai eu beaucoup de mal. Il m'a pris quand même une game sur les 3 parce que les Ash Blossom qui sont tuto, c'est du feu. Ouais. Salamangreat est quand même un des seuls decks que je connais qui peut recycler les haches du cimetière. Là, on vous passe juste vite fait
le deuxième duel, match hein. qu'on avait fait, le deuxième duel. Mais il s'avère que j'ai vu que j'allais pas m'en sortir, mais clairement pas m'en sortir. Et il m'a fini en ETK parce que ma main avait brick à ce moment-là. Et puis j'ai H pour empêcher son Allure of Darkness, pour l'empêcher de piocher. Résultat, bah en fait, il se retrouve il peut pas piocher, il peut plus rien faire. En fait, j'essaie de le bloquer. D'où les H Blossom. Hein. Franchement, les H Blossom sont incroyables. H Blossom est la meilleure entrap que tu peux mettre dans un deck. De toute façon, quel que soit le deck que tu regardes de façon générique, ils te mettent des entraps, ils te mettent toujours H. Parce que c'est un 3 en 1. Hein. Évite d'envoyer au cimetière, évite d'invoquer SP du deck, évite d'ajouter à la main. Mais bon, après, ça a aussi un contre-coup. Hein, c'est que tu peux que l'utiliser une fois par tour. Et par exemple, quand tu joues contre un deck pioche, parce qu'en fait, on avait discuté d'une version pioche du deck Dark Magician, comme je le joue moi. T'as Droll et Lockbird hein, qui t'empêchent en fait de piocher durant tout le reste de ton tour et ça peut faire très mal à des decks. Donc c'est pour ça quand vous faites un deck, faites attention aussi à quel entrap pourrait être sensible contre vous et essayez de trouver un counter. Les meilleurs counters qu'on peut avoir c'est Cold by the Grave, ça peut être Skullmeister ou Didi Crow, qui sont quand même des cartes assez répandues, facilement trouvables, et surtout, elles peuvent se mettre dans n'importe quel deck, dans n'importe quelle situation. Pour vous dire, voilà, il est où mon deck Il y a beaucoup de decks ici, hein. C'est que je passe beaucoup de temps à réfléchir. Par exemple, l'Ancea, c'est pour tout ce qui est, par exemple, bannissement de cartes du cimetière. C'est très efficace. Skullmeister annule les effets du cimetière. Didi Crow, ça banne le monstre en fait du cimetière. Ça banne du cimetière. N'importe quelle carte. Et en fait, imaginons que, par exemple, je joue Didi Crow contre ton PK. Tu dis, bon, bah, je sélectionne Thorn dans mon cimetière. Je peux faire en réponse Didi Crow. C'est-à-dire, tu as déclaré l'effet. En réponse, je fais Didi Crow. Je t'empêche, en fait, de faire l'effet. Tu bannes le Phantom Knight. Et résultat des courses, comme le Phantom Knight n'est pas au cimetière et ne peut pas donner les coups, l'effet n'est pas activé. C'est ça. Voilà. Mais contre PK, ce qui est plus efficace, c'est par exemple c'est une carte magie, si je me rappelle bien, c'est Silent Graveyard. Voilà. Silent Graveyard qui est facilement trouvable en fait, c'est tu discardes une carte et l'effet du cimetière, les effets du cimetière ne peuvent pas être activés. Par exemple, je sais pas, pendant mon tour, comme c'est une jeu rapide, tu actives la carte, tu débannes Soul Servant, résultat des courses, tu as une, voire deux pioches en plus lors de ton tour et tu empêches l'adversaire d'utiliser son cimetière. C'est ça. C'est ça. Bon, ensuite, Lightning Storm, on va pas en parler. Hein. C'est une carte qui est extrêmement chère pour ce qu'elle apporte. Un bon vieux Raigeki, ça fait le café, ou un plumeau de Damarpi, ça marche aussi. Hein. Droll et Lockbird pour justement éviter les pioches. Hein. La Ogre pour détruire les monstres qui utilisent leurs effets. Ça n'empêche pas l'effet, ça détruit juste le monstre. Et justement la hache 3 en 1. Hein. Et Nibiru pour empêcher les combos. Mais bon, hein, les entraps sont devenus partie intégrante du jeu. Et malheureusement, même si vous jouez en casual, vous n'allez pas les rater, étant donné elles ont été reprint, rééditées. Elles sont trouvables facilement à des prix Abordable maintenant. abordables environ, ouais. Ouais, parce que il y a 4 ans, 50 ça. Hein. Moi, les seuls entraps qui existaient à l'époque, c'était Weiler. Le Weiler, Kuribo, il était cher. Kuribo, il était cher. Kuribo, ouais, Kuribo aussi, oui. Kuribo, Weiler. Après, de manière méta, Weiler était beaucoup plus joué. Mais c'est sûr que, on va dire que les premières éditions de H Blossom et de Ghost Ogre, qui étaient à 50 € unité. 30 €, hein. Non, 20 à 30 €. 20 à 30 €, même au début, 50 balles. Pourquoi? Parce que, au final, c'est les seuls entraps qui existent. Tout le monde les veut. Donc, par rapport à l'offre et la demande, c'est sûr qu'on n'a pas de entrap et elles viennent de sortir et que c'est un retournement de jeu. Ça empêche l'adversaire de jouer sans condition.
Alors pour justement tous les joueurs qui se poseraient les questions, Ash Blossom, voilà. Ash Blossom, pour vous dire, elle a eu la première édition était dans Maximus Crisis en 2017. Résultat des courses, c'était une secret. Elle était à entre 20 30 euros en édition anglaise et allemande. Et en édition française, je crois qu'elle a voisiné les 50-60 euros. Ouais. Après, on a eu les éditions Kaiba, mais bon, elle était en ultra rare. Résultat des courses, c'était encore une autre rarité. Ça n'a pas fait baisser le prix. Pas du tout, même. Shadow of Valhalla, on parlera même pas. C'est une super rare, mais ça n'a toujours pas fait baisser le prix. On se retrouvait toujours à des chiffres à deux chiffres. Des nombres à deux moment, chiffres. Des nombres à deux chiffres. Et au moment où le structure deck de Salamence Great, qui est sorti, on l'a eu en commune. Et là, à ce moment-là, on les retrouvait à 5 et actuellement 3 euros. Et ensuite, il y a eu Duel Power où ils ont fait en fait Duel Power, pour vous dire, ça a été un set, comme j'ai dit, un set comme Ghost of the Past, réédition. Mais un bon set réédition parce que hop, on a eu, c'est un set en fait à fixe. Ce qui veut dire en fait que la liste est fixe, elle ne change pas de paquet en paquet. Et donc tu te retrouvais avec non, ah non, pas celui-là. Duel Power, non, celui-là c'était pas un truc fixe, c'était ah, c'est pas le bon. C'est Duel Devastator, voilà. Duel Devastator qui est un truc fixe et en fait tu te retrouvais avec toutes ces cartes-là. Toutes ces cartes-là, tu les trouvais directement dans le deck. C'est des cartes support pour méta. Et donc, tu te retrouvais avec la hache, avec toutes les hand traps. C'est-à-dire que au final, vous avez envie de vous lancer de manière compétitive dans le jeu. Le problème va être qu'il vous faut ce qu'on appelle des staples, c'est-à-dire des cartes qui seront génériques dans tous les decks compétitifs. Donc vous vous retrouvez toujours avec des end traps et c'est quasiment les mêmes. Hein. Je veux dire, vous regardez les decks compétitifs qui top au World régulièrement, vous aurez toujours les mêmes end traps. Voilà, vous aurez toujours des haches, vous aurez toujours les mêmes. Donc au final, le problème qui va se poser pour les joueurs qui veulent se lancer dans la scène compétitive, c'est comment me lancer sans dépenser un bras. Et justement, ce set, en fait, vous aide grandement puisque vous aurez un staple qui va être réutilisable dans beaucoup de decks au final. Alors, je précise aussi, pour ma part, hein, le set, il est très intéressant sous 3 points de vue. Comme tu l'as expliqué, le point de vue combat, donc les staples, donc les cartes que tu auras toujours besoin. Deuxième partie, la box est conçue pour justement être un transporteur de cartes. Donc, elle est assez solide et robuste. Et surtout, en fait, vous avez beaucoup de place pour ça. Vous pouvez au moins mettre, je crois, 800, voire 1000 cartes dedans, ce qui est pas si mal. Et aussi, j'utilise comme... 800 000 cartes, c'est à peu près, grosso modo, 15 decks, voire plus, avec de l'extra. Pour vous donner un avis, chez Ultimate Guard, qui font à peu près la même capacité, c'est 40 balles la boîte. Et aussi, vous avez les field centers que vous pourrez en fait placer entre vos différents decks afin de les séparer. Et surtout, en fait, les field centers sont des produits cosmétiques assez recherchés par certains joueurs ou collectionneurs. Mais on va dire que c'est une boîte que je conseille à tout joueur qui veut commencer. Bon, il faut l'acheter 3 fois. Je crois qu'elle est à environ 40 euros. 40 euros x 3, ça fait 120 euros. Mais à l'époque, en fait, quand elle est sortie, moi, je l'ai acheté pour 27 euros l'unité. Comme j'en avais pris 3, j'avais un rabais de 9 euros sur le prix Toto. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que si jamais on est d'accord, 3 dragons de la rose, vous les sortez jamais. Donc vous pouvez quand même revendre une bonne partie des cartes, sachant que ce qui est bien, comme précisé, c'est générique. Donc il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous acheter un Brionac ou un Kalidor ou un Access Code Talker. Voilà, vous aurez dans la revente, vous pouvez être encore, on va dire, dans le positif. C'est-à-dire que vous ne payerez pas 120 balles pour avoir juste 3 Ghost Ogre et on va dire du rab que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez toujours le revendre. Ouais, surtout, c'est toujours recherché. Je pense surtout à Super Poly, There Can Be Only One, Anti-Magique.
Solemn Strike qui est toujours utile. Hein. Solemn Judgment, bon, dommage qu'ils l'ont pas mis dedans. Mais ce sont des cartes qui sont toujours utiles. Et toutes les cartes Staples, généralement, sont trouvables à des prix très abordables et attractifs. Donc, si vous vous dites, voilà, moi, par exemple, pour ma part, je ne sais pas comment tu fais ça dessous, mais pour ma part, une décision, pourquoi j'achète, par exemple, plutôt un display que les cartes à l'unité, c'est si les cartes dont j'ai besoin sont supérieures au prix de la boîte, je préfère acheter la boîte en exclu et ensuite piocher, voir ce que j'ai, et ensuite racheter d'autres cartes, plutôt que... et à partir du moment où les prix sont inférieurs à la boîte, j'achète les cartes à l'unité. Hein. Mais bon. Oui, moi j'ai plus de place. Hein. Je veux dire, moi j'ai 3 tin box métalliques, j'ai des tin box hiératiques, j'ai Susano, des choses comme ça. J'ai des tin box, on va dire les vieilles. J'ai vraiment plus de place. Donc moi, à la limite, j'achète des cartes à l'unité parce que des cartes Yu-Gi-Oh, j'en ai 1000. Mais pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans Yu-Gi-Oh, oui, ces boîtes-là, ça évite déjà que vous ayez des cartes qui traînent partout, que vous savez pas les mettre ou quoi que ce soit, que ça soit un peu paumé partout, mais surtout, ça vous permet de vous lancer et d'avoir vraiment, on va dire, une bonne base pour commencer. C'est-à-dire que vous savez pas encore quel deck vous voulez jouer, c'est pas grave. Vous avez déjà, on va dire, le minimum. Vous avez les staples. Vous avez le cœur, en fait. Donc, pas le cœur, vous avez les extensions qui vont avec, qui vont pouvoir vous aider à protéger le deck. Pour donner un exemple. J'ai pas d'action chez Konami, hein, mais moi je vous conseille en tout cas d'acheter ces produits qui sont quand même. Konami fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour on va dire chouchouter les joueurs. Ils ont compris que les TCG, il y en avait beaucoup qui partaient dans d'autres TCG. Moi-même, le premier, hein, j'ai abandonné Yu-Gi il y a 5 ans. Je me suis consacré à Vanguard, un autre TCG japonais. Ils ont compris que les parts de marché, ils étaient encore prioritaires, mais que ça allait pas durer longtemps. Donc il fallait quand même soigner un petit peu la vente, les produits que l'on vend. Et ils ont commencé vraiment à faire des produits, je veux dire le staple, voilà, la tin box dorée, magnifique. La tin box, elle fonctionne toujours. Magnifique, hein. Je veux dire, c'est un objet. Voilà, vous l'avez chez vous, c'est quand même beau, c'est pas moche, c'est pas un carton de cartes, c'est un objet métallique qui est joli. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces boîtes-là étaient déjà sorties en 2002. Mais pour la version 2019, ils ont décidé de faire une réédition parce que beaucoup de joueurs avaient aimé et voulaient avoir justement le coffret de l'œil de Millennium chez eux, quoi. Alors, moi, j'étais en train de chercher encore une autre chose. Je veux dire, oui, les produits Yu-Gi-Oh! Il y a 5 ans, on nous prenait pour des gros pigeons. C'est sûr que le deck, c'était 400 balles. Le deck méta, et il y en avait pas qu'un, hein, il y en avait facilement 5 ou 6 qui valaient 400 balles chacun. Donc Yu-Gi-Oh, ouais, Konami, on va dire, c'est fait un peu du fric, mais ils ont compris que plus ils faisaient ça, plus les gens partaient en fait, parce qu'ils voulaient se mettre à un TCG qui est plus abordable. Moi, par exemple, Vanguard, je m'y suis mis pour 100 balles, 200 balles même pas, il y avait des decks qui étaient abordables. Maintenant, c'est eux qui commencent à monter, on va dire, les prix, mais ça reste abordable. Konami s'est dit, on ne veut pas perdre de communauté, on veut continuer à être là. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là et ils commencent à s'inquiéter et à se soucier de leur communauté. Alors, et un TCG, de toute façon, il n'y a pas que faire venir avec des beaux visuels, il faut garder la communauté aussi. Il faut penser sur le long terme. Oui, il faut penser sur le long terme, surtout que la communauté, elle est très friande de nouveautés, telles que par exemple les ours-statiques, etc. Moi, ce que je voulais encore montrer comme produit, c'est par exemple les Legendary, qui sont en fait soit des rééditions de cartes, par exemple d'anciens, ou bien, comme ici, par exemple, ce sont des decks déjà construits, plusieurs decks, qui vous permettent, par exemple, d'avoir des bonnes bases pour les différents. Là, dans ce cas de figure, on aurait une base Cyberdragon, une base Magicien et Ténèbres et une base Yeux Impair. Après, il y a aussi... Ah, ça, c'est des produits qui s'adressent aussi, on va dire, à ceux qui regardent la série animée. C'est-à-dire que je suis un gamin de 10 ans, je regarde la série animée, j'adore Cyberdragon. Je fais chier ma mère, mais je veux le deck Cyberdragon. J'ai pas besoin de chercher les cartes à droite à gauche. Elles sont toutes là et je peux jouer et me prendre pour le perso de l'animé. Donc, il faut voir aussi la cible du marché. Par exemple, pour d'autres joueurs qui seraient plus dans le rétro, ça existe aussi. Par exemple, ici, vous avez la Legendary Dex 2 qui est... Où est-ce que tu es, toi? Celle-ci. Ah!
rangez vos cartes. Honnêtement, rangez vos cartes parce que ça prend une place folle. Vous avez celle-ci, qui est un mélange entre les decks de Yugi, de Joey et de Kaiba. Et, le produit est beau quand même. La boîte fait envie, hein, je suis désolé, mais la boîte, elle est magnifique. La boîte fait envie, il y a une réédition. Restez les courses, de payer 120 € les premières éditions, tu payes 60 € les deuxièmes éditions. Où il y a en plus, on a une belle boîte. Et en plus, tu as une belle boîte sur l'étagère, pas un carton dégueulasse de booster qui fait à moitié clodo. Hein. Ouais, et elles sont conçues comme pour la Duel Devastator, c'est-à-dire des produits solides et pour justement transporter tes cartes. Donc... moi, je le vois vraiment plutôt comme l'accessoire d'étagère, c'est-à-dire c'est joli dans une étagère, on le voit et ça fait pas cheap en fait. Et je pense que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que Konami s'est posé la question. On en a marre de passer pour des clochards et de proposer, on va dire, les seuls produits qu'on propose sur les étagères, c'est les boîtes de boosters en carton. Et il faut qu'on arrête d'être cheap comme ça. Il faut qu'on montre qu'on propose des produits jolis et de qualité. Ouais, mais on voit aussi, par exemple, l'arrivée des dés. Dans certains boosters qui te permettent justement d'avoir des dés personnalisés Konami. En fait, ils sont en train de vraiment recommencer à chouchouter les joueurs, que ce soit par exemple dans l'arrivée des archétypes. Moi, par exemple, il y a des archétypes, il y a quelques années, je les aurais pas joués. Mais actuellement, par exemple, avec la sortie de nouveaux supports ou par exemple de nouveaux archétypes, il y a des trucs qui te donnent envie de jouer. Par exemple, comme je l'ai dit dans les dernières vidéos, le truc le plus con, Holy Knight, c'est un truc qui a rien à faire, qui est juste, qui a pas de sens, mais qui est fun à jouer, qui sera fun à jouer. Et c'est ça qu'on cherche. Et oui, Konami est en train d'aller dans cette direction-là. Bon, quand tu vois par exemple que Cyberdark va avoir du support, que d'autres trucs vont avoir encore du support, des vieilles éditions, mais qui donnent en fait mais ça, aux joueurs de revenir. J'ai presque envie de dire c'est normal dans le sens où à chaque nouveau format, c'est-à-dire format synchro, format X6, format pendule, format Link, le problème est qu'il y a toujours des gens qui sont accrochés à des decks. Moi, par exemple, j'ai adoré ma Dolce. C'était un deck il y a 5 ans, je l'ai monté. Je me suis ruiné, mais j'ai adoré le style de jeu et le visuel. Le format pendule est arrivé, on n'avait rien à se mettre sous les dents. Et le format Link est arrivé et on a eu 6 starts, par exemple. Et je me suis dit, c'est cool. Konami pense quand même aux gens qui n'ont pas envie de mettre 200 balles dans un nouvel archétype. J'ai pas envie de payer 200 balles pour avoir, je sais pas, Holy Knight, par exemple, ou un nouveau truc. Moi, j'aime mon deck Madolche, je veux pouvoir le jouer encore en 2020. Bah, pareil pour Cyber Dragon, hein. C'est le premier deck que j'ai construit, je continue à jouer, Magicien c'est pareil. Mais comme dit, on va toujours avoir de nouveaux supports pour ce genre de deck parce que ce sont des decks aimés et appréciés par les joueurs. Et Konami a bien compris qu'il y a des gens qui sont restés, on va dire, qui sont restés bloqués en 2010 voilà quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a 2004, Konami. Voilà, Konami, je veux dire, ils ont sorti du support Dragon Blanc. Ça fait 5 ans, 10 ans, on reçoit du support Dragon Blanc. Il y a quelques années de ça, ils ont sorti le support qui était uniquement dans les films. Ils ont compris qu'il y a des gens qui vont. On va acheter des produits et des nouveaux archétypes. Par contre, tu fais l'effort de nous fournir des archétypes qu'on a adorés. Dragon Blanc, c'est un format, enfin, c'est un archétype qui a été adoré par tout le monde. Je veux dire, les gamins joué, qui ont fantasmé sur Kaiba et ses cartes trop fortes des dragons qui éclatent n'importe quoi. Alors, honnêtement, même si Yugi avait le pouvoir sacré du scénario, en termes de joueurs et de boules, Kaiba était quand même supérieur à Yugi. Ah non, mais Kaiba, c'est alpha. Moi, je suis team Kaiba. Enfin, team Yugi, ok. Enfin, je suis team Yugi pour Dragoon, ok. Mais objectivement, moi, je suis team Kaiba. Hein. Je veux dire, le mec, objectivement, il me fait des enfants quand il veut. Hein. Team Kaiba, ouais. Objectivement, il me fait des enfants quand il veut, Kaiba. Je veux dire, il a beaucoup plus de charisme que l'autre pantin à 1m20, les bras levés et une wig ou deux mise sur la tête en même temps. Hein. Tu parles de qui? De Insectoraga ou de Rex Raptor? Les deux. Je pensais à Yugi, mais les trois. Bizarrement, les trois définitions viennent aux trois. Hein. Non, honnêtement, Kaiba, ok, était d'un point de vue stratégique un meilleur joueur. Mais
faut dire que la combinaison Kaiba et Yugi entre un bon main character qui sait quand même jouer ses cartes et un protagoniste qui lui aussi sait jouer ses cartes, ça donne envie de jouer au jeu. Et c'est ça où on a eu ces dernières années comme problème, c'est qu'on n'a pas eu un antagoniste comme Kaiba pour justement être contre le main character. Enfin, regarde Zexal, le perso principal, c'est un clown. Hein, et enfin, c'est pas de manière, c'est pas une métaphore. Hein. C'est Zexal, les pendules. Oui. Enfin, le mec, c'est un vrai clown. Argvé, Zexal, c'est X6. Hein. Pardon, Argvé, oui, pardon. Argvé sur les pendules. Je veux dire, le mec, c'est un clown, c'est pas une métaphore. Hein. C'est un vrai clown, le perso principal. Je peux pas adhérer à ça. Tu me mets 5D en japonais, le truc, c'est qu'elle le survivant, mais bien sûr, j'achète toutes les synchros du monde. J'achète absolument tous les decks synchros. Le mec a du charisme. Hein. Tu mets le dernier, pas de Yu-Gi-Oh! 7, mais Yu-Gi-Oh! Vrain. Le caractère. Oui, voilà. Revolver, l'antagoniste. Mon gars, oh, je le prends, mais quand il veut. Pour les courses, je joue un deck Revolve parce que l'antagoniste était bon, il donnait envie de jouer. Le protagoniste aussi, il faisait des trucs, par exemple, what the fuck avec le scénario, mais les combos sont réalisables. Et je pense que du coup, Konami s'est un peu perdu sur ça, dans le sens où, par exemple, je prends Zexal, le perso principal n'a rien de charismatique, son deck Utopie, ça a quand même topé au World, parce que ils se sont dit, on n'arrive pas à proposer un deck qui plaît aux gens, on va rendre ces cartes complètement fumées, de manière à ce que les gens achètent quand même nos produits. Et donc ils ont eu une période autour de Zexal où ils ont commencé à monter des decks avec des effets mais complètement craqués. Moi je me souviens d'Exciton, Chevalier Exciton, Colonie du Mal, mais enfin c'était une horreur, c'était ingérable et c'était une carte qui disait j'arrive sur le terrain, je rase tout. Numéro 86, Rogobongo. Voilà, moi ma carte, mais une carte que je déteste. Il y en a peut-être deux, on va dire, il y en a peut-être deux. Mais la carte que je déteste le plus, c'est Pompoko. C'est une carte qui est atroce. Elle est conne, hein. Elle est conne comme pas deux. Hein. Elle est pas difficile et c'est avec des monstres faibles. Mais c'est rageant, c'est frustrant comme carte. C'est extrêmement frustrant. C'est frustrant, mais disons qu'aussi Konami, quand tu vois les effets des cartes au début de l'anime, quand ils sont sortis, et en allant dans le temps, aujourd'hui, le jeu n'a plus rien à voir avec le jeu d'enfant qu'on avait. Les effets sont réfléchis, on est beaucoup plus posé. Même le jeu a évolué. Le jeu a beaucoup évolué. Quand tu vois, par exemple, par rapport au format GOAT, comme les stratégies ont évolué, moi, ça me donne plus envie de jouer au jeu parce que le jeu me donne envie de surpasser. Alors, messieurs, je vais devoir vous couper parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est en live et on a encore un autre truc en fait qui arrive. Je vais devoir mettre un terme à votre discussion malheureusement. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse de discuter de ça, d'ailleurs Blackbird, si ça t'intéresse de discuter de la banlist avec nous lundi, n'hésite pas. Il faudra que je finisse mes cours suffisamment tôt, malheureusement, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeur et joueur Yugi. Waouh. Bon, en tout cas, on aura sans doute d'autres occasions de faire des lives avec notre petite communauté Yu-Gi-Oh qui ne cesse de croître sur notre Discord. Nous aurons sans doute d'autres occasions et nous aurons d'autres tournois aussi de Yu-Gi-Oh qui arriveront. Parce que ce qui est intéressant de se poser, je pense, c'est pour les joueurs actuellement, c'est de se dire pourquoi vous jouez, mais c'est surtout faites attention, les constructeurs de TCG, Konami, Bushiroad et tout ça, faites attention. Posez-vous les questions de qu'est-ce qu'ils essaient de vous vendre. Ça évite que des gens soient dégoûtés du jeu. Moi, j'ai été dégoûté de Yugi parce que Konami nous prenait pour des cons il y a 5 ans. Maintenant, ils ont compris la leçon, ils chouchoutent les produits. Oui, je pense que c'est ça ce que doivent se poser les joueurs maintenant comme question. Et surtout aussi, vous posez la question, est-ce que l'endroit où je vais faire des duels est intéressant ou non, parce que certains endroits sont quand même très cancer et pourraient même vous dégoûter du jeu. Ça aussi, le tryhard, notamment. Hein. Ouais, moi je suis dans des magasins en Allemagne, c'est d'un tout autre niveau que par exemple à Strasbourg.
En fait, si tu montes pas de niveau rapidement, si tu suis pas, ben, tu peux te retrouver dégoûté, par exemple, des petits tournois ou etc., etc. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que la communauté est sympa? Est-ce que je veux investir de l'argent dedans? Et est-ce que je vais trouver mon fun? La plus grosse question, c'est est-ce que vous allez trouver votre fun? Et c'est ça le plus important. Parce que nous, on le fait, on met de l'argent dedans, mais c'est parce que ça nous amuse et qu'on aime ce jeu. Bah écoutez, je pense qu'on va clôturer sur cette magnifique phrase. Et je clôturerai par la phrase que disait Yugi à Yugi dans le dernier épisode de Yugi, qui lui disait « Comme je dis toujours, c'est l'heure du duel ». Ok, bah écoute, moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce petit live et avoir débriefé votre match. Encore félicitations à Blackbird, qui est donc le champion du tournoi anniversaire des 8 ans de l'association Gamers Voice. Félicitations à toi. Je ne sais pas d'ailleurs si sur notre Discord, tu avais remarqué que tu avais gagné un titre. Ouais, maintenant je suis en orange, c'est incroyable. J'ai prouvé ma valeur pour passer en orange, c'est magnifique. Oui, c'est ça. Il y a tout un code couleur. Donc pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre Discord si jamais vous voulez participer. Et moi, je vous donne rendez-vous puisqu'on a notre apéro justement sur notre Discord qui a déjà commencé. Et on se retrouve lundi pour le débrief de la banlist avec Airpoint et peut-être d'autres personnes. Et sur ce, je vous souhaite bon week-end et ciao. Ciao.